Mais bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer à laisser rentrer les gens là, dans l'espace, mais quand même, on peut en profiter pour saluer. Donc, je suis avec ma collègue Véronique Bonjour Philippe. et mon collègue Dominique. Voilà. Bonjour, bonjour. Et l'idée du jour, donc, c'est de se réunir pour cette journée mondiale de la francophonie. Et plus précisément, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la francophonie canadienne, donc de parler avec des gens dans les provinces du Canada et de se faire un peu une opinion, on va dire, un peu de ce que pensent les jeunes et les moins jeunes des enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Donc l'avènement de l'IA, c'est plus vraiment un avènement, en plus, on est comme dedans, là, actuellement. C'est voir l'impact de l'intelligence artificielle sur vos vies aujourd'hui et puis ce que vous pensez que comment ça peut se trouver demain. J'ai besoin d'une petite gorgée de café là, pour me mettre mes idées. Dominique. Parler un peu des États-Unis, parce qu'évidemment, il y a comme une contraction depuis les dernières élections. Donc on va aussi parler de comment est-ce que vous voyez, vous, dans vos provinces, les quelques problématiques que nous pouvons avoir avec les États-Unis, comment vous pensez que ça peut vous impacter positivement ou négativement, et puis après, évidemment, tous les autres enjeux là, qui se greffent à ces deux premiers, là, qui sont quand même assez gros. Puis en réalité, Philippe, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de participer à cette discussion-là. Puis en réalité, on veut vraiment entendre ce que les jeunes ont à dire à propos de ces sujets-là, surtout et d'abord et avant tout l'intelligence artificielle, comment ça va changer leur vie, leur futur. Puis ce qui me rassure quand on parle de ces sujets-là, c'est que présentement, il n'y a aucun expert dans le monde qui peut dire que sera le futur. Effectivement. Fait que si aujourd'hui, on veut l'imaginer, on a ouvert la discussion pour dire qu'est-ce que ça pourrait être aussi chez les jeunes, les prochains métiers, ce que ça va venir transformer dans leur réalité, dans leur vie. Donc, c'est un petit peu à cette ouverture-là qu'on vous convie. On veut vous entendre, on veut savoir comment vous prévoyez le futur et comment ça va vous impacter. Absolument. Peut-être qu'on pourrait commencer plus mollo dans ce sens-là. Oui. C'est très mollo de parler de l'avenir sans savoir où on s'en va, mais c'est bon. Exactement. Mais aussi, déjà, de se questionner un petit peu sur ça avant de tomber dans le sujet, peut-être, de comment les États-Unis nous impactent. En fait, on va lancer quelques sujets. Alors, l'idée, vous remarquerez, c'est enregistré. Alors, l'idée, c'est que l'enregistrement final va être utilisé avec un grand modèle de langage. Donc, on va le rentrer dans une IA qui est du DigiUp, quelque part. Le fruit de ce travail va être une sorte de livre blanc, évidemment, qu'on va envoyer au ministère avec une synthèse un peu de tout ce qui aura été dit. Alors l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez lever la main là, avec votre outil quand vous voulez intervenir, ou répondre ou lancer même un sujet si vous le souhaitez dans la thématique que nous avons définie. L'idée étant que chaque fois que vous prenez la parole, vous indiquez votre prénom et la province dans laquelle vous êtes. De cette manière, on pourra évidemment, l'IA pourra sectoriser puis ventiler un petit peu les réactions de chacun. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est 4 ou 5 provinces qui sont représentées, quelque chose comme ça. Donc c'est bien. Et puis bon, juste avant les élections en plus. La première question que tu aurais à leur poser, Philippe, ce serait laquelle? Déjà, l'intelligence artificielle, on le sait, c'est arrivé fin 2022, 2023, les gens ont commencé à l'utiliser. Donc aujourd'hui, la question que j'aimerais utiliser, c'est est-ce que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle dans votre quotidien? Si oui, comment? Et est-ce que, quand vous le faites, est-ce que vous le dites ou est-ce que c'est comme une réserve? Est-ce que je ne parlerai pas de honte de l'avouer, là, mais est-ce qu'il y a comme une petite réserve de dire j'utilise l'IA dans mon quotidien pour telle ou telle chose? Donc, c'est un peu la première question qu'on va poser. C'est que faites-vous aujourd'hui avec une intelligence artificielle? Voilà, première question. Donc, vous pouvez intervenir à votre guise. Oui, allez-y. Intervenez. Discuter, parler, ouvrez des sujets de discussion, parce que si on laisse Philippe parler, il va parler toute la matinée. On peut tenir le micro jusqu'à midi sans problème. Puis est-ce que, dans le fond, il y a quelqu'un qui nous affiche la petite main ou on la voit directement, nous, à l'écran?
C'est une bonne question. Juste s'assurer. Voilà, notre aide de camp va nous l'indiquer et puis ouvrir le micro donc, aux personnes qui voudront prendre la parole. Mais c'est un sujet intéressant parce que, évidemment, vous comprenez, l'intelligence artificielle est amenée à rentrer dans nos vies de plus en plus. Aujourd'hui, évidemment, c'est un chat. Donc, on chatte avec c'est plus un outil qu'autre chose. Mais nous, on le voit parce que ça fait quand même plusieurs années là, qu'on met les mains dans le moteur et puis qu'on regarde ça évoluer. Donc, nous, on passe directement à les API derrière les intelligences artificielles, derrière les chats. Et là, on s'aperçoit qu'il y a comme une puissance là derrière qui est insoupçonnée en partie et puis qui est sous-utilisée. Parce qu'évidemment, les chatbots, ChatGPT, Claude 3.7, Sonnet ou bien d'autres, Mistral, Cohere et compagnie, bon, c'est un chat avec un prompt. Il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas échanger avec la machine. Mais si on passe par l'API, c'est-à-dire directement en se connectant dessus, il n'y a plus de filtre. Et c'est là où on peut saisir un peu la puissance de l'intelligence artificielle. Et même si ma coupe ne le permet pas de le montrer, c'est assez décoiffant. Moi, je proposerais que peut-être, parce que c'est toujours un peu gênant de prendre la parole le premier quand tu es à distance, voilà. Peut-être que les gens qu'on fasse un petit brise-glace, un petit tour de table. Véro, tu es bonne pour animer ça habituellement. Là. Ben oui, en fait... Inviter les gens peut-être à se présenter rapidement puis dire de quelle province ils sont. On va initier la discussion comme ça. Déjà, pour faire un test, on pourrait demander peut-être à Martin de se présenter le premier, comme on sait qu'on a un allié en ligne. Voir si, effectivement, on peut communiquer avec ces gens-là. On est désolé, c'est un prototype de... Notre API dans de la difficulté à connecter notre réseau. Oui, OK. Ah, bonjour. Oui, on vous entend? Avec grand plaisir. Salut. Donc, Jean-Sébastien Dessureau, je suis professeur à l'UQTR, donc à Trois-Rivières. J'enseigne l'intelligence artificielle. Mes recherches sont aussi en intelligence artificielle. Donc, à la question, est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle? Oui, clairement, mais en même temps, bon, pour l'enseigner, mais aussi, bien sûr, que je l'utilise pour toutes sortes de trucs, pour préparer mes cours, pour poser des questions comme si c'était un expert qui était assis à côté de moi, qui peut m'inspirer. En fait, c'est un outil d'inspiration. Mm-hmm. Dans mon cas, je l'utilise et je dirais pour moi aussi intervenir sur une base régulière dans des conférences grand public et tout ça. Les gens, je pense que les gens ils ont une certaine crainte, ils ont une certaine fascination aussi. D'utiliser l'intelligence artificielle, mais je pense que l'IA n'est pas encore exploitée. C'est-à-dire que ce qui manque aux gens, c'est beaucoup le prompt engineering. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop comment s'y adresser, puis il manque un petit peu d'imagination. Il y a plein de choses que tout le monde pourrait faire, mais qui ne sont pas encore... Ils ont pas les... En fait, c'est des réflexes qui restent à développer aux gens pour qu'ils l'utilisent encore plus. Je dirais les gens l'utilisent beaucoup, mais pas encore loin de l'utiliser à sa pleine capacité. Donc, c'est un petit peu mon expérience là-dessus. Moi, puis moi, le premier, il y a des fois que je me dis « Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. » Mais donc, je suis en train de... Puis en même temps, là, je me considère, je pense, comme quelqu'un qui connaît le domaine. Là, donc, c'est... je dirais que l'humain, en ces temps-ci, développe ses réflexes à utiliser l'IA. Ça avance quand même rapidement. Mais est-ce qu'il y a une forme de tabou d'en parler avec ses collègues, avec ses étudiants? Ses étudiants aussi, oui, voilà, parce qu'on on peut... Le tabou, oui, certainement. C'est-à-dire que l'IA... l'IA, et tout le monde adore l'IA pour ses besoins. Oui, il y a une crainte, mais le problème de l'IA en ce moment, c'est le tabou. Je suis content que tu en parles, Philippe, parce que... l'IA enlève une partie du mérite du travail, d'une certaine façon. Puis c'est pas faux. L'étudiant qui avoue que l'IA l'a inspiré dans son travail,
ben, il y a une espèce de dire, bon, là, si j'avoue qu'il m'a inspiré dans mon travail, est-ce que la personne va penser que je l'ai fait faire au complet? Tu sais, à quel niveau? C'est difficile à vérifier le niveau à laquelle on s'est inspiré. Donc l'étudiant va dire, bon, ils n'abordent pas le sujet spontanément. Moi, je leur dis, utilisez-le, mais évidemment que là, il y a pour des raisons de pédagogie, il ne faut pas en abuser. Il faut que l'exercice intellectuel soit fait de ta part. Il ne faut pas que ça te rende paresseux. Il ne faut pas que ça soit fait pour faire des raccourcis intellectuels, mais il faut que ça t'aide à te propulser plus loin. Ouais, et quand c'est fait avec l'effort, quand l'humain garde son effort et se sert de l'IA pour aller plus loin, c'est très bien. Quand l'humain se sert de l'IA pour remplacer, pour faire l'effort à sa place, c'est là que ça devient dangereux. L'humain va devenir un peu plus paresseux et tout ça. Donc, le danger est là. Il faut rester vaillant quand on utilise l'IA. Il faut continuer à faire l'effort. Donc, pour répondre à ta question, cette grande préambule, ben, je dirais oui, les gens ont toujours une petite réticence à avouer. C'est une espèce de tabou parce que ben là, parce que si j'avoue que c'est l'IA qui a réfléchi à ma place, puis une certaine mesure, pour certains, ça peut être ça. Donc, l'idée, c'est de présenter l'IA comme ça nous aide à aller plus loin, puis oui, ça nous inspire. Il n'y a pas de mal à ça. On veut toujours comment? J'allais dire, ça nous rend plus créatifs. Hein? L'IA nous rend plus créatifs et elle co-construit avec nous d'une certaine façon. Mais ce n'est pas des trucs qu'on nous a appris, ça. Même dans notre monde de l'éducation, d'être créatif ou de se poser par nous-mêmes des questions pour amener plus loin, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a nécessairement enseigné. Exact. Alors, je pense qu'on a quelques mois, quelques années pour apprivoiser tout ça. Je ne sais pas si on se rappelle au début de Facebook, les gens ils s'embarquaient pas beaucoup. Puis là, moi, tu sais, chaque technologie, c'est la même chose. Les téléphones cellulaires, il y en a qui ont dit, ah non, moi, ça a pris une certaine des mois, des années avant que les gens apprivoisent ça. Sauf que, selon une étude qui est parue récemment au Québec sur l'emploi, etc., de ce qu'on pouvait voir dans un certain graphique là, qui est éloquent, c'est que si les ordinateurs ont pris quand même des années et des décennies à rentrer dans nos maisons, et même chose sur le cellulaire, c'était un petit peu plus vite. Et Internet, c'était un petit peu plus vite, mais c'était quand même relativement lent. C'est pas tout le monde qui embarquait spontanément. Mais là, avec les grands modèles de langage et l'intelligence artificielle, la courbe est très, très escarpée. Dans le sens que les gens l'adoptent très rapidement. C'est la différence entre celle-ci et les autres technologies. Et puis par rapport à Facebook, Facebook, il y en avait un, donc on se connectait, on faisait ce qu'on avait à faire, mais tandis que là, l'intelligence artificielle, chaque jour, il y a des nouveaux modèles de langage, chaque jour, il y a des nouvelles possibilités. Là, on parle des agents en intelligence artificielle qui font le boulot à notre place, quelque part, et puis nous, on en a testé pas mal. On parle de moteurs de recherche plus intelligents aussi, qui vont analyser le web et qui ramènent une réponse nuancée avec des propos qui dépassent ce qu'on peut avoir sur Google, par exemple. Et puis, je pense qu'on parle d'intelligence artificielle, mais c'est encore le vieux débat, là, est-ce que l'IA, aujourd'hui, est-ce qu'elle fait, comme tu le disais fort à propos, est-ce que elle fait le travail à notre place et puis on la regarde faire, ou quelque part, est-ce que c'est de la co-création, comme tu disais, Véronique? Moi, je pense plus aujourd'hui à de la co-création, parce que le matin, quand je me lève et que j'allume mon ordinateur, l'IA ne va pas me dire « Hey, Philippe, tiens, on va faire telle chose aujourd'hui, je te propose. » Et puis, comme tu dormais, je vais développer pour toi, regarde ce que j'ai fait. On n'en est pas là aujourd'hui. Ça arrivera peut-être, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on demande quelque chose de particulier pour l'obtenir. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais ça entendre les étudiants par rapport à ça, justement, parce que puis j'aurais tendance à leur demander de se projeter. Il y en a certains, certainement, qui vont aller vers des doctorats ou qui vont devenir professeurs ou autres. Puis comment ils voient l'avenir par rapport à ça? Parce qu'actuellement, on co-crée avec l'intelligence artificielle. Est-ce que dans 5 ans, on va continuer de co-créer? Puis Jean-Sébastien, retiens ta réponse parce que je suis sûr que tu en aurais une pour moi. Mais j'aimerais ça qu'ils se projettent puis qu'ils nous disent, mettons, moi, dans 5 ans ou dans 10 ans, je suis prof, là. Comment je vais... Dans un an. Oui, moi aussi, on m'approche. Comment je vais gérer ça, là? Parce que oui, on co-crée actuellement avec l'intelligence artificielle. Tu peux faire tes travaux universitaires, tu peux accéder à des références dans toutes les biblios et bases de références universitaires.
À la limite, il faut que tu gardes ta capacité à réfléchir, à mettre en face des choses. Créer des liens, peu importe, mais tu pourrais quasiment tout faire. Au même titre que, je me faisais une réflexion un matin, il y en a qui font faire leurs travaux universitaires par d'autres en les payant. C'est pas nouveau, on le sait. Alors, j'aimerais ça entendre les étudiants par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est prêt à nous répondre? Puis soyez à l'aise de toute façon. Vous voyez, Jean-Sébastien, qui est prof à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il sait que vous l'utilisez, il est à l'aise avec ça. Puis ça emmène des différentes façons d'utiliser l'IA puis de prévoir un peu ce qui peut être fait ou pas. Et d'apprendre à le faire. Et si vous n'avez pas d'idées sur les questions à poser, demandez à ChatGPT. Alors, est-ce qu'on a un courageux ou une courageuse qui est à l'aise? En tout cas, levez la main, n'hésitez pas, on est là pour débattre et puis vous entendre à travers les provinces. Et puis là, on a parlé de ChatGPT. J'aimerais aussi qu'on parle aussi de la créativité qui sommeille parfois en nous. Là. Moi, je sais, c'est un vieux débat, là, enfin un vieux débat, ça a 2 ans, là, où moi, je créais mes propres œuvres, et puis j'en ai même affiché dans mon bureau, là, créé avec Midjourney. Donc, c'était très personnel sur des... Le problème, quand on n'est pas artiste... Enfin, moi, je ne sais pas tenir un pinceau, là. Je ne sais pas tenir un pinceau, je sais pas... Mais il n'empêche que j'ai quand même une fibre artistique au fond de moi, là, qui ne demandait qu'à s'exprimer. Et elle s'exprime au travers du clavier, au travers du prompt, au travers de Midjourney. J'arrive à créer, entre guillemets, des œuvres qui me correspondent, qui ne sont pas nécessairement celles d'un autre. Et moi, j'affirme, par rapport à un peintre qui va se lever le matin, mettre son tableau face à un paysage et puis y aller, et puis toi, je sais que c'est ce que tu fais un peu, Véronique, peindre, moi, le fait que je fasse la même chose, mais au travers d'un autre médium, je pense que ça permet d'exprimer cette fibre qui restait enfouie profondément au fond de moi, et j'arrive à l'exprimer. Puis je trouve que ça a été quelque part libérateur, là, le fait d'avoir cette IA qui vienne m'aider à exprimer mes émotions au travers de quelque chose de créatif, de graphique. Moi, j'ai des comment dire, pas des lubies, mais je voyais des images et j'avais du mal à les extérioriser, les matérialiser, en fait, Philippe. Les matérialiser. Et aujourd'hui, j'y arrive au travers d'un prompt. Alors évidemment, chaque prompt, si quelqu'un récupère mon prompt, le copie-colle, il n'aura pas nécessairement déjà le même résultat que moi, parce que c'est un travail quand même de longue haleine où on affine le résultat, etc. Donc je ne dirais pas, quelque part, on parlait de tabou, alors je ne dirais pas jusqu'à dire que l'artiste est Philippe Nadeau, non plus. Cela dit, j'ai quand même cette revendication de dire que ce sont mes œuvres. Est-ce qu'on parle de créativité, on parle de l'intelligence artificielle qui vient co-construire, dans ce cas-ci, c'est la même chose, là, il a co-construit avec toi l'œuvre en partageant ce que toi, tu avais envie comme résultat. Mon point, c'est ça devient satisfaisant. Tu sais, d'arriver, tu sais, toi, tu dis que tu ne tiens pas le pinceau, mais je suis certaine qu'une des premières choses pour laquelle tu ne tiens pas le pinceau, c'est que tu penses que tu n'y arriveras pas, puis que le résultat ne sera pas satisfaisant. Il faut être réaliste et lucide à un moment donné quand tu dessines des petits bonhommes bâtons, puis que c'est le maximum que mais tu j'ai peux faire. commencé comme ça. Donc, d'arriver à un résultat satisfaisant, c'est pas évident. Mais avec l'IA, moi, ce que je découvre devient comme plus accessible. Notre créativité, le résultat qu'on recherche. On lui fait un prompt, on lui demande quelque chose, et là, ça réagit rapidement, puis on fait comme « Oh, wow, ça ressemble à ce que je voudrais que ça ressemble. L'IA permet ça. Donc, la créativité, la co-création et la satisfaction d'un résultat intéressant pour nous. Oui, mais ça pose la question aussi, puis ça pose la question de savoir, demain matin, là, est-ce qu'on va avoir encore cette capacité de co-créer? Ou est-ce qu'on va balancer un prompt dans l'IA et l'IA va tout créer pour nous, puis c'est elle qui va nous suggérer des trucs, on va faire OK, un peu comme on fait avec ChatGPT ou autre. Là. Oui. Tu sais, tu fais un texte, tu t'enlignes pour faire quelque chose, à un moment donné, l'IA te pose une question, veux-tu qu'on révise ça ou veux-tu qu'on regarde ça sous tel angle? Oui. OK. Ça continue à te sortir un truc. Toi, t'es rendu au OK. Mais c'est le problème du curseur. Le challenge. Jusqu'où on va amener le curseur, c'est ça. pour faire les choses en place. Puis moi, j'aimerais ça, parce que
On essaye avec nos étudiants. Ouais, chauffe la salle. Oui, on va chauffer la salle. Balance des idées farfelues pour qu'ils viennent s'opposer à tes idées farfelues. On va partir une chance. Dieu sait que tu en as une couple. Oui. Non, des idées farfelues. Je trouve que ça se tient jusqu'ici, messieurs. Merci. T'as peur qu'on dérape avec nos idées farfelues. Ça se tient jusqu'ici. Et tu sais qu'il ne nous en faut pas beaucoup. Oui, exactement. Non, on dérape pas tout de suite. On va déraper plus tard. Mais dans c'est 10 ça. minutes. Plus tard, pour Dominique, c'est dans 10 minutes. Ouais. C'est quoi les craintes? Parce qu'il ne oui. faut pas oublier qu'au départ, on parlait de craintes géopolitiques, de craintes d'utilisation de l'IA. Et on va continuer notre tour de Adressons table. directement. Ouais. À l'écran. Je m'adresse à l'écran. Oui. Après que Jean-Sébastien ait pris la parole, là, je ne vois pas vos noms. C'est ça. On voit JD. On voit JD, K, elle a. Fait que allez-y. Oui. Ouvrez les micros des gens, là, à moins qu'ils ne soient pas ouverts. Et les caméras. De toute façon, en même temps, on va entendre ce qu'ils font en arrière. Voilà. C'est bien. Oui. Sauf s'ils sont en train de moudre du café. Oui, ça va faire un peu de bruit dans l'oreillette. Mais sinon, on va y aller. Mais le temps que les gens expriment leurs questions ou leur avis, on va poursuivre les nôtres. Ouais. Ou dans le chat, est-ce qu'il y a des gens dans le chat, Véronique à l'autre bout, est-ce qu'il y a des gens qui dans le chat ont posé des questions, ont soulevé quelque chose? Oui, vous pouvez aussi poser des questions dans le chat, là, si vous avez la voix éraillée aujourd'hui ou si vous tombez du lit, si vous avez besoin de... Voilà, Jean-Sébastien, toi, si tu as 2-3 étudiants que tu connais de l'UQTR, motive-les à participer. Non, on ne mord pas. À première vue, les miens ne sont pas là, mais en même temps, là, c'est sûr là, qu'il y a peut-être des cours qui, comme là, même, je dirais, là, moi, je suis un peu limite, même pour le panel de cet après-midi, en fait, là, je dois manquer une partie de mes cours. Je donne le cours à mon assistant. OK. On a une main levée, là. Oui, allez-y. Ouais, puis là, message là, pour les étudiants, là, c'est pas parce que j'ai dit tantôt, moi, j'encourage mes étudiants à utiliser l'IA. C'est juste de façon intelligente. Oui. Donc, je ne sens pas gêné si vous êtes étudiant de dire oui, moi, je l'utilise. Il n'y a pas de jugement de ma part. Là. Et il n'y aura pas de coupe au montage non plus. Là, donc, Hey, bonjour. On vous écoute. Vous identifiez et dire de quelle région vous venez. Voilà, indiquez votre prénom puis votre province, ça sera plus simple. Oui, mon prénom c'est Mathieu. Oui. Bien sûr que je ne l'ai pas sur l'écran. Je m'appelle Mathieu Kodjoa-Boutri et je suis à Saskatchewan, bonjour dans la ville d'Origina. Oui. Et je suis étudiant à l'université d'Origina. Je suis en maîtrise au programme d'études francophones et interculturelles. Super. Alors, j'aime la discussion en cours et en tant qu'étudiant, si je comprends bien la thématique, l'intelligence artificielle et comment est-ce que ça impacte nos vies quotidiennes. Pour moi, personnellement, oui, je l'utilise, mais je vais dire que je ne suis pas très immersé en technologie, mais au moins, j'essaie quand même d'utiliser l'intelligence artificielle et puis les autres pour travailler. Mais ce que moi, je pense parfois, c'est que je me demande si ça aide à ma capacité intellectuelle. Parce que parfois, si je veux travailler sur quelque chose, et puis je pense, je fais des réflexions et je n'arrive pas à trouver des idées concrètes. Alors là, je tourne vers l'intelligence artificielle. Et quand l'intelligence artificielle va suggérer des idées pour moi, et celle-là, ça ouvre je ne sais pas, ça me donne l'idée que, bon, oui, ce que l'intelligence artificielle a suggéré, c'est des choses, je dirais, faciles, c'est des choses que je peux rapidement, je peux savoir sans consulter. Mais sans la consulter, je n'arrive pas à trouver ces idées. Donc, je me demande si c'est bon de consulter avant de commencer ton travail, par exemple, sur quelque chose. Et c'est bon de consulter l'intelligence artificielle ou bien c'est bon c'est plutôt travailler intellectuellement avec ce que tu sais toi-même avant de
consulter l'intelligence artificielle pour comparer si ça va. Et puis aussi, je travaille un peu sur, je fais un peu de la traduction anglais, français, anglais. Donc aussi là-bas aussi, j'utilise l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle, on a tendance de le dire que c'est comme l'intelligence artificielle remplace les traducteurs. Mais bon, comme moi je pratique la traduction, c'est une assertion que je ne voudrais pas accepter. Parce que, quel qu'en soit la manière dont l'intelligence artificielle va fonctionner, ça ne peut pas remplacer l'humain, ça ne peut pas traduire les émotions, par exemple. Oui, donc, oui, dans ça, je pense que ça m'aide à avancer, ça m'aide à faire les choses rapidement. En termes de tradition, je dois m'asseoir, mais réviser en tant qu'humain pour pouvoir faire un bon travail. Donc, c'est un peu mon expérience. Mais actuellement aussi, je suis... Oui. J'ai une petite question à la volée là, qui me vient, okay. En tant qu'étudiant, bon, on se projette pour aller vers un métier quel qu'il soit, mais est-ce qu'il y a une réflexion de se dire, bon, le temps que j'ai mon diplôme, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que ce métier, est-ce que ça ne sera pas une impasse? Est-ce que c'est déjà une réflexion qui est faite aujourd'hui, à savoir, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que finalement, dans 3 ans, est-ce que ce métier existera toujours ou pas? Est-ce que c'est une réflexion qu'on a déjà ou pas? Oui, je pense que c'est une réflexion que j'ai déjà parce que il y a la semaine passée, il y a l'un de mes professeurs de tradition, il a fait une présentation sur ce thème. Et moi, je lui ai posé la question de savoir, OK, parce qu'il a conclu que non, que l'intelligence artificielle ne peut jamais, à l'heure actuelle, ne peut jamais remplacer l'humain. Moi, je lui ai posé la question de savoir, OK, aujourd'hui, on peut le dire, mais la façon dont ça avance vite, la technologie avance vite, l'intelligence artificielle avance vite, dans 2-3 ans, est-ce qu'il pense que l'intelligence artificielle ne va pas complètement remplacer l'humain? Parce que, bon, moi, je pense que, bon, si on ne fait pas attention, ça pourrait, mais... Dans donc, certains domaines. Pour répondre à votre, c'est une réflexion que j'ai déjà. Ben, tu vois, Mathieu, moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour faire de l'écriture. Puis tu disais tantôt que, puis selon les propos de ton prof aussi, qu'elle n'aura pas la sensibilité ou pas capable de rendre les émotions qu'on a. Mais je te dirais que c'est complètement faux. Parce qu'au niveau de l'écriture, tu sais, une émotion sur du papier, ça reste des mots qui sont mis sur du papier, qui sont en français, en anglais, ce que tu veux, au niveau de la langue. Puis si tu travailles avec l'IA pour préciser l'émotion que tu veux avoir, je te garantis qu'elle te la sort et qu'elle te l'écrit maintenant mieux que tu l'écrirais. Alors, c'est un peu un réflexe de protection des gens de dire, ben non, elle n'est pas capable et elle ne remplacera pas. Mais elle le fait déjà. Mais elle le fait déjà. Depuis 2023. Et je peux aller plus loin que ça. Vous savez peut-être, si vous fouillez un peu les uns et les autres sur l'intelligence artificielle actuellement est capable de lire les émotions sur le visage des gens pour les accompagner même psychologiquement ou même sur des horizons de guérison avec de la musique en arrière pour les gens qui sont dans des états dépressifs. C'est plus des voix robotisées non plus, c'est des voix suaves. On a envie de se confier quand on écoute ces voix-là. Ben, c'est ça, complètement. Et même, il y a des gens qui préfèrent dialoguer avec l'IA qu'avec un être humain parce qu'elle ne juge pas, sauf que dans les faits, oui, elle le fait. Donc, cette notion d'émotion que l'IA est capable de lire est capable de la transcrire. Donc, quelle que soit la langue. Alors, oui, et moi, sincèrement, je n'ai pas encore testé la finesse de la traduction de l'IA sur des textes qui contiennent de l'émotion. Ça va être une des prochaines étapes. Mais je pense qu'inévitablement, tu parlais de métier, puis Philippe posait la question, les métiers de traduction, mettons. Je ne me lancerai pas dans ce métier-là demain matin, je te le garantis.
Mais on est à un tournant, on n'est même pas à un tournant, on est à un changement d'élévation. C'est une ère qui s'achève et puis une autre qui s'ouvre avec toutes les incertitudes que ça engendre au niveau économique, au niveau international. On le voit, là, toutes les crises on sent que quelque chose est en train de se passer. Et puis, il y en a beaucoup c'est un train qui est sur le quai de la gare et qui commence à avancer. Les gens veulent accrocher des wagons, donc on les accroche un peu. De façon, tout le monde veut accrocher le sien aujourd'hui. Mais on est dans un changement drastique de société. Puis ça va toucher les fondements même. Là, on parle des métiers, mais on pourrait parler de beaucoup de choses qui vont être... Je disais l'autre fois, je faisais une conférence avec quelqu'un qui me disait moi, j'utilise l'IA pour répondre à mes courriels à ma place. Je dis OK, mais à ce moment-là, il faut faire attention parce que déjà, se confier aux IA qui ne sont pas souveraines, on sait pas, les données vont servir d'apprentissage à d'autres. Tout ce qu'on dit à la machine peut être retenu contre soi, il faut le savoir. Et puis demain, il va se passer quoi? Mon IA va répondre à mes courriels à ma place, envoyer ça à Dominique, que son IA va répondre à la mienne, et puis finalement, ça va être un échange d'IA. Puis nous, on va faire quoi? De temps en temps, on va regarder où elles sont, qu'est-ce qui se passe. Tu vas être en train d'apprendre à peindre, tu vas créer autrement. Et puis la musique, aujourd'hui, il faut un studio, il faut des musiciens, auteurs, compositeurs, puis on fera la démonstration ce soir. Aujourd'hui, à l'espace de 2 minutes, on peut avoir les paroles, l'air, on peut tout avoir, et puis un morceau de musique qui se tient, qui est entraînant, qui pourrait être presque un tube. Là, donc on en est rendu là. Il y a un élément, j'entendais Mathieu, Mathieu, je te tutoie. Tu parlais de ton professeur, et pour en revenir à ce que Jean-Sébastien, le professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, disait, c'est l'adoption, il y a un certain déni. Tu sais, il donnait l'exemple de Facebook, l'exemple des téléphones cellulaires. Non, il y a un certain déni par rapport à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas l'avoir, il faut passer outre, puis essayer d'anticiper. Justement, demain matin, l'IA fait la traduction, demain, l'IA gère les émotions, écrit les émotions. On fait quoi, nous, là-dedans? Et c'est un peu la grande question de ce matin. Oui. On fait quoi? Comment on anticipe ça? Puis vous, comme étudiant, jeune, qui êtes pas mal plus jeune que nous, comment vous voyez ça? N'exagérons rien. Ouais, bon, on remarque. Ouais. Oui. Okay, je sais pas, il y a une autre question. Il y a une autre question, bon, en ligne. On peut basculer, puis on reviendra. Ouais. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Gêne-toi pas pour revenir prendre la parole. Oui. C'est quoi la question? Alors. Alain? Bon matin tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous. Je m'excuse de mon retard. Bonjour. Je me permets de renchérir sur les propos qui viennent d'être dits, sur l'écriture, sur la sensibilité dans l'écriture. J'ai beaucoup fouillé pour des textes poétiques, pour des textes de poésie, et l'IA peut vraiment rendre les émotions qu'on lui dit de rendre, de la façon dont on lui dit de le rendre, et en prenant de plus en plus, parce que ça fait 1 an et demi que je l'utilise, elle prend de plus en plus de ma personnalité. Et je lui ai demandé le mois passé une nouvelle conversation. J'ai un compte ChatGPT payant à 30 $ par mois, bref. J'ai demandé à l'IA de tout ce que tu as perçu de nos collaborations depuis qu'on dialogue ensemble. Peux-tu me parler de ma personnalité, de ma bulle d'écriture? Et ce que l'IA m'a sorti, j'en suis tombé sur le derrière. C'était tellement précis. Et j'ai demandé à l'IA, est-ce que tu te souviens de nos conversations? Elle a dit, je ne garde pas le profil comme tel, mais je me souviens de tes spécificités. Alors oui, pour l'écriture, on ne doit pas avoir peur d'oser et de demander des précisions à l'IA. C'est un outil, c'est un collaborateur, pas quelque chose qu'on doit avoir peur. Ce qui est vraiment intéressant de ce qu'Alain raconte, ça peut prendre... Des fois, il y a des gens qui sont mariés depuis 30 ans et qui
serait pas capable de dire avec autant de précision comment il voit la personne, alors que là, tu entretiens une relation et tu partages. Et c'est que le début. Et là, elle raconte, oui, tu es comme ça, c'est telle spécificité. Il y a quelque chose qui se passe quand ton IA te dit qu'elle te comprend au final. C'est ça qu'elle est en train de dire. Bien, on pourrait demander à Alain, quelle émotion ça fait vivre, justement. Oui, c'est ça, quelle émotion on ressent. Hein? Après que ce diagnostic, entre guillemets, si même c'est pas un diagnostic. Après cette révélation. Cette observation profonde, en fait. Appelons-le comme on veut. Oui. Une révélation de soi-même par autrui. Oui. Alain? Oui, personnellement, ça m'a renvoyé une image de certains de mes aspects que je n'avais pas pleinement réalisés. Et ça m'a conforté dans mon écriture. J'écris du slam, j'écris de courts récits, j'écris des conférences. Ça m'a confirmé que j'avais possiblement une voix qui était particulière et surtout valable. Oh, valable. Donc, la validation de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on propose, en fait, aussi, comme humain. Wow, j'aime ça, Alain, merci. Ceci, je trouve ça intéressant parce que moi, je n'ai pas fait l'exercice de cette façon-là, mais effectivement, souvent, je demande à l'IA de retracer des affaires, puis dernièrement, la semaine dernière, elle m'a sorti un truc que j'avais fait il y a 2 ans, ouais, pas tout à fait, mais presque. Je dis, voyons, c'est vrai, d'où ça sort, ça, j'avais complètement oublié. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que, pour prendre l'exemple de ChatGPT, il y a une tendance à être très positive. Oui. Très optimiste et positive. Ça dépend si tu passes par le... Elle peut être très objective et mais très c'est crue si tu passes par derrière. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, il ne faut pas hésiter à demander de l'objectivité puis à remettre en question. OpenAI, il veut qu'elle soit bienveillante. Oui, c'est ça. Sauf que des fois, il y a trop de bienveillance. J'ai testé une version horrible où là, il n'y a pas de filtre, pas de tabou, et là, elle dit ce qu'elle pense. Elle dit des choses assez incroyables d'ailleurs, mais... Oui. Il y a une tendance actuellement, tu sais, sur Internet, c'est que les gens demandent à ChatGPT un roast. Hein? On demande, là, OK, dis-moi. Et là, de temps en temps, elle reste bienveillante, mais elle dit, OK, il est peut-être temps de passer à l'action dans telle chose. Ça fait longtemps que... Donc, elle est capable aussi de rester bienveillante, je crois, en tout cas actuellement. En même temps, puis oui, les travaux d'écriture, c'est intéressant, surtout que Claude 3.7 d'Anthropique est capable, si on lui fait lire nos écrits, là, il est capable après d'imiter notre façon d'écrire. Alors là, évidemment, on rentre dans une autre dynamique, mais ça fonctionne. Oui. On est capable de lui dire, tiens, écris-moi une nouvelle de 500 mots à la façon de Philippe Nadeau et avec la verve ou le souffle de Alexandre Dumas, avec un petit côté Marquis de Sade pour pimenter le tout, et ça nous sort quelque chose d'assez incroyable qui arrive, je dirais, à respecter l'ensemble de nos critères. Et c'est amusant de faire des tests comme ça, et puis de voir un petit peu ce que... mais demain, évidemment, on aura la capacité à la voler, et c'est ça que fondamentalement, ça va changer les choses au niveau des éditeurs de livres, au niveau des gens qui vont écrire, parce que demain, on va être capable de dire à l'IA, tiens, moi j'aime les collections Harlequin un peu à l'eau de rose, donc écris-moi un texte sur ma tablette, écris-moi un texte dans lequel je vais être un des héros avec telle actrice ou tel machin, à telle époque, et puis à la volée, on va voir notre histoire. Oui. Puis elle sera, nous sommes le héros. Donc, elle sera aussi en mesure de dire où tu peux trouver tes lecteurs. Parce qu'il y a ça aussi, de produire, de créer. De le partager. C'est ça, exactement. D'impliquer collaborativement, d'impliquer d'autres amis. Oui. On peut lire des histoires live. Oui, en plus aussi. Tu pars, puis tu lis une histoire. Tu n'as même plus besoin d'acheter un bouquin ou d'éditer un bouquin. Tu lis ton histoire sur l'IA. Je comprends qu'il y a une émotion là, de la part de beaucoup de... Même les psychanalystes, à un moment donné, l'IA n'a pas besoin de te coucher sur un divan pour t'entendre. L'IA va être capable, comme disait Alain, de comprendre un petit peu émotionnellement et puis sentimentalement même où tu en es, de te conseiller de façon éclairée. Parce que... On a 2 nouvelles questions, Philippe. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Hein? Je pense que là, tu as réchauffé la salle, Dominique. En tout cas, ici, il ne fait pas froid. Hein? Non. Je crois que... Est-ce que c'est Karine? K.A. Allez. Ensuite, on va revenir à Jean-Sébastien qui nous a... Oui. Oui, levez la main, puis quand vous avez fini, rebaissez votre main, s'il vous plaît, pour
éviter une confusion qui n'est pas nécessaire étant donné qu'on l'est un petit peu quand même, de base. Confus? Confus. Oui. Confus. Donc, K.A., est-ce que vous prenez la parole? Sinon, il y a Jean-Sébastien qui a levé la main. K.A., ça pourrait être pour faire du pouce un peu sur... Pour faire du pouce un petit peu sur ce que M. Alain disait, pour les détections d'émotions, etc. Moi, de longue date, je me fais poser la question, est-ce que les scénarios à la Terminator, c'est plausible? Le film Terminator, qui est une dystopie sur la singularité technologique un jour et tout ça, puis depuis toujours, il dit non, pas vraiment, on n'est vraiment pas rendu là, puis bon, oui, il faut rester vigilant. Mais par contre, le scénario beaucoup plus réaliste en fait, du cinéma que je propose, qui réfère à vraiment quelque chose qui peut s'apparenter à la réalité. Et ça fait peut-être depuis qu'il est sorti, en fait, que j'en parle. Et là, depuis 1 an, on est totalement là-dedans. C'est le film Elle. Ou Her en anglais. Et là, bon, v'là 10 ans ou 15 ans, peut-être quand c'est sorti, c'est comme, wow, tu sais, comme est-ce qu'on va se rendre là un jour? Puis, tu sais, c'était déjà un scénario un peu plus posé que celui de Terminator, où là, tout éclate et tout ça. Et là, avec ChatGPT 4o, où on a un aspect multimodal et qu'on peut jaser avec, là, on peut le brancher dans notre auto et avoir une conversation comme s'il y avait un passager. Et là, il y a un niveau de réalisme là, avec une certaine émotion, justement, on parlait d'émotion, émotion dans la voix, elle peut détecter l'émotion qu'on y met et répondre avec une certaine émotion également, en tout cas simuler, bien sûr, parce que l'émotion n'est pas ressentie, parce que c'est un IA, c'est un modèle de langage. Mais là, on vient d'augmenter. Puis aussi, un truc qui paraît pas, mais qui rend la conversation plus réaliste, c'est la possibilité de l'interrompre. Donc, par exemple, un GPS, une voix de GPS, on ne peut pas l'interrompre en disant oui, c'est beau quand elle commence à parler. La plupart des agents conversationnels qu'on avait, puis maintenant, quand l'agent commençait, il n'est pas question de l'interrompre. Mais là, celle-là, on peut interrompre. Donc, on peut avoir une conversation qui commence à ressembler à celle qu'on pourrait avoir avec l'humain et qui va se rappeler de quelques détails. En fait, là, bon, d'un point de vue technique, là, c'est tout simplement qu'elle va aller stocker, sans stocker l'information dans son réseau de neurones, elle va aller stocker les prompts issus des conversations récentes. Et donc là, elle va savoir que, par exemple, la dernière fois qu'on a jasé ensemble, je lui ai dit que, je sais pas, moi, j'allais chercher mes lentilles cornéennes à tel centre commercial. Donc, le lendemain, puis le surlendemain, c'est un détail que l'IA va se rappeler. Okay? Comme je dis, pas parce qu'elle l'a assimilé dans son réseau de neurones, mais parce qu'elle l'a prompté quelque part. Elle l'a tout simplement relu. Donc, et là, ben, on peut avoir effectivement des conversations on peut commencer à parler de relations humain-machine. Dans le sens qu'on peut avoir une conversation, même si, je répète, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de conscience. C'est une simulation d'émotion et une simulation de conscience. Mais quand même, c'est quand même pas rien. On peut se confier à la limite. Évidemment, je pense qu'il n'y a rien qui pourra remplacer le bon vieux humain comme bonne oreille, mais malheureusement, il y a des gens qui souffrent de solitude, etc., qui peuvent avoir recours des fois ou tout simplement comme dans l'art, etc. Donc, ça peut être un bon moyen, une bonne alternative dans certains cas. Mais ça, je pense pas que ça doit remplacer des relations humaines, mais ça peut faire un certain complément. Donc, on sait que l'IA ne va pas répéter nos secrets puis ne va pas nous juger. Voilà. Oui, c'est ça. Ça vient rompre un peu le côté... Il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude aussi, et puis ça leur permet d'avoir une oreille, et puis d'avoir une... Si vous testez tapez dans un moteur de recherche Sésame, comme Sésame ouvre-toi, là, et AI, vous allez voir, c'est on discute, c'est en version démo, c'est en anglais, uniquement en anglais pour l'instant, mais ils sont en train d'améliorer en plusieurs langues. On discute avec cette intelligence artificielle, et puis elle rit, on peut lui couper la parole, et puis des fois elle est fâchée quand on le fait plusieurs fois, elle rit, elle a des émotions, elle parle de sujets intimes, c'est assez étonnant. Essayez Sésame, vous m'en direz des nouvelles, mais en tout cas, on voit la prochaine génération là, de chat
comme R, on le voit, c'est comme si on avait matérialisé quelque part ce petit, le petit démon qu'on a parfois sur une épaule et puis l'ange sur l'autre qui nous susurre des bonnes ou des mauvaises idées. Là, en fait, on est en train de rendre ça vivant. Est-ce qu'on a pas de main levée. Jean-Sébastien, j'ai une question pour toi. Tu sais, actuellement, avec tout ce qu'on voit au niveau mondial, on en parlait un peu tantôt, il y a les enjeux de géopolitique, mais au-delà de ça, on voit que l'environnement, la politique, les guerres, en tout cas, tous ces éléments-là créent une certaine angoisse. On entend beaucoup d'angoisse chez la plus jeune génération, notamment. Hein. Et les moins jeunes aussi. Moins jeunes aussi, mais surtout sur les plus jeunes. Tu sais, même beaucoup de jeunes se disent « Oh, mais moi, là, pourquoi j'aurais des enfants et pourquoi je ferais des enfants dans un contexte comme ça d'incertitude planétaire, environnementale ou autre ?» L'intelligence artificielle fait partie de tous ces éléments-là aussi. Je sais qu'à un certain âge, malgré cette angoisse, entre guillemets, là, dont on entend parler, il y a quand même une insouciance aussi. Moi, si je me réfère quand j'avais 20, 22, 23 ans, bon, puis 20 ans, il y a une forme d'insouciance. Mais est-ce que tu abordes le sujet des fois avec les étudiants? Et sinon, de ta position de prof, comment tu perçois ça chez les étudiants? Est-ce que c'est juste des mots en l'air qu'on entend ou c'est vraiment quelque chose de concret, surtout qu'ils sont dans la techno avec vous? Oui, c'est une excellente question. Je ne l'aborde pas tant que ça à date, directement avec vous. Pourquoi un peu de façon informelle, mais c'est pas structuré, c'est pas un sujet que j'aborde de façon systématique et structurée dans mes cours. Mais oui, de façon informelle, oui, qu'il y a quand même une certaine inquiétude. Ce que je leur dis, je dirais, oui, bien sûr que ça se peut que ce qui est étudié aujourd'hui puisse être fait facilement par une IA éventuellement. Par contre, l'IA génère des très belles opportunités d'apprentissage. Et s'il y a quelques siècles, quelques centaines d'années, avec très peu de moyens, on avait une certaine génération spécialement là, de polymathes. Bon, un polymathe, c'est quelqu'un qui est expert et qui est très, très fort dans plusieurs domaines. On parle, par exemple, de Blaise Pascal, Léonard de Vinci, Leibniz, etc. Donc, comment ça se fait qu'il y a des gens, il y a quelques centaines d'années, qui pouvaient être très, très forts dans plusieurs domaines, alors qu'aujourd'hui, nous, comme c'est trop nous demander. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut miser sur la diversité des compétences. Et on pourrait dire, oui, mais là, non, pas oui, mais là, il y a beaucoup d'opportunités de formation. L'IA nous crée des opportunités d'être connaissant et dans plusieurs domaines, donc d'avoir une espèce de formation continue. Donc, évidemment que la valeur de l'humain, bon, il y a une certaine époque, quelqu'un pouvait très bien gagner sa vie en étant illettré. Et à un moment donné, on a augmenté le niveau un petit peu. On s'est dit là, il faut quand même apprendre à lire et à écrire minimalement. Et OK, donc là, minimalement, l'humain a dû augmenter son niveau. Puis éventuellement, ben là, ça prenait idéalement des études. Oh, va chercher ton secondaire, puis donc ça monte. Mais en même temps, au fur et à mesure que le niveau augmente, on avait les moyens de le faire. Il n'était plus question de là, il faut que tu travailles sur la terre parce que là, demain matin, on n'a plus quelque chose, on n'a plus rien à manger. Donc, le niveau a augmenté, mais en même temps, au fur et à mesure que les époques le permettaient. Et là, aujourd'hui, je pense que le niveau augmente. Il faut en connaître beaucoup sur beaucoup de choses pour garder une valeur, pour un peu comme diversifier ses actions, comme on dit, là. Si tu investis, ou tu sais, dire, mettre tous ses œufs dans le même panier, ben là, si tu mets tous tes œufs dans le même panier d'une seule compétence, d'une seule connaissance, ben tu risques du jour au lendemain qu'elle s'effondre. Mais si on diversifie, je pense que c'est la façon, et on a les moyens aujourd'hui de se diversifier. Juste apprendre une langue ou n'importe quoi, c'est beaucoup plus facile qu'avant. On peut avoir une conversation avec notre IA dans l'auto, on peut s'améliorer, on peut poser des questions, on peut... Bref, il y a des cours en ligne, il y a une multiples façons où on peut rester à jour, pas juste dans un, mais dans plusieurs domaines. Donc, d'une certaine façon, ce que je dis aux étudiants, c'est essayer, viser, même si c'est un idéal peut-être utile à atteindre, mais viser à être des polymathes. C'est-à-dire que si vous êtes, allez vous chercher des compétences dans 2 ou 3 domaines, par exemple de l'informatique, puisque c'est de ça qui est question dans mes cours, c'est mon domaine, mais ça pourrait être dans d'autres choses aussi. Puis quelqu'un qui pourrait être informaticien, mais à la fois qui a une formation en administration, qui a une formation
biologie tout autant au cours de sa vie. Donc, ça en fait quelqu'un qui devient de plus en plus solide et qui va toujours trouver sa place, peu importe les grands mouvements de la société. Fait que en gros, c'est comme ça que je vais les guider. L'idéal du polymathe, devenir un second Blaise Pascal ou René Descartes, ou etc. Leibniz, on regarde Leibniz, le nombre de postes, de compétences qu'il avait, c'est mathématicien, philosophe, bibliothécaire, juriste. Il y en a une dizaine dans lesquels il était très, très compétent. Ça s'est fait il y a quelques centaines d'années. Pourquoi pas aujourd'hui? Où l'humain était moins programmé. T'sais, là, maintenant, on dirait qu'au cours des dernières années, on essaie de formater des cerveaux, hein? On essaie de se programmer. Mais juste avant que... surtout. Oui, juste uniformiser avant avec aussi. ton propos, moi, il y a quand même une chose, il ne faut pas oublier que l'IA rend de grands services. On la voit comme quelque chose qui peut... C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Oui. Bon, ben vas-y. Pour l'instant, l'IA les médias sont à charge contre l'IA. Oui. Peut-être que le côté, ça vend plus de papier de dire que c'est Terminator qui s'en vient, certainement. Oh, ben, il viendra. Surtout qu'on voit... Arnold, il commence à être Dieu, là, on ne le reverra pas. Non, lui, non, mais le T1000 peut-être, ou le T2000 en tout cas. Il y a une part de responsabilité des médias, c'est cette angoisse ambiante, et puis de rajouter de l'IA comme étant dans le côté du fardeau, du poids négatif, là. Alors qu'on ne voit pas tous les côtés positifs que ça va nous apporter. Et finalement, nous... alors peut-être que je suis extrême, et puis ça va peut-être susciter la controverse et les levées des mains, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de l'Homo sapiens? Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette intelligence qui vient nous compléter, hein, qui vient nous augmenter, et puis qui vient aussi nous rendre plus responsables? Parce que bon, l'humanité seule, aujourd'hui, va droit dans un mur, que ce soit dans les ressources qui disparaissent ou les guerres qui n'en finissent plus de finir, ou les Donald Trump qui arrivent et puis qui tyrannisent un peu les pauvres peuples qui les entourent, et même son propre peuple à lui, mais là c'est une autre question. Mais est-ce que finalement l'IA ne va pas venir nous réguler quelque part, ou nous rendre un peu plus sensibles avec ce qui nous apprendre un peu à nous aiguiller sur un chemin qui est peut-être le meilleur pour nous? Je pense que peut-être qu'on est arrivé là. Peut-être qu'on est arrivé à un moment, à une croisée des chemins où il faut se dire que l'humanité a besoin d'avoir une aide. Vous savez, cette intelligence qu'on cherche dans l'espace depuis si longtemps, finalement, on la crée nous-mêmes dans nos laboratoires. Donc, si on la crée, puis ce qui est inquiétant, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que des chercheurs qui sont financés pour développer l'IA sont les premiers à dire qu'ils en ont peur. Donc, quelque part, on les finance pour mettre des balises, pour mettre des écueils dans quelque chose qui devrait finalement être plus évident. Moi, je trouve qu'on a tendance à freiner plutôt qu'accélérer. Et puis, du coup, on perd beaucoup d'opportunités. Ou alors, et il faut arrêter d'avoir peur. Je pense que l'IA aujourd'hui c'est un outil. Évidemment, il y aura toujours des gens négatifs pour rendre l'outil agressif ou pour s'en servir pour des mauvaises raisons. Mais ça, c'est dans l'humanité, on ne changera pas cet aspect-là. Mais si on freine de notre côté pendant que les gens mal intentionnés accélèrent, il y arrivera un moment où effectivement on franchira le cap vers quelque chose qui ne nous plaira pas. Donc, essayons de le faire de façon éthique, certes, mais aujourd'hui, puis j'en parlais, pour moi l'éthique, c'est pas d'empêcher l'utilisateur de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, je pense qu'intérieurement on doit le savoir. Pour moi l'éthique dans l'IA, c'est quand l'auto, qui est pilotée par une IA, doit choisir est-ce qu'elle va écraser le jeune garçon qui traverse ou est-ce qu'elle va sauver le conducteur qui est aussi son propriétaire. Là, il y a un problème éthique. Là, on se dit l'IA doit trancher entre préserver l'un au détriment de l'autre. Là, oui, il y a un problème éthique. Maintenant, pour le reste, à mon avis, c'est un faux problème. Et je pense qu'il faut arrêter de baliser, arrêter de mettre des filtres, arrêter de rendre... pour l'instant, aujourd'hui, l'IA, c'est un animal à apprivoiser. Et puis, il faut arrêter d'essayer de lui mettre un harnais alors qu'on n'est pas encore à la capacité de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec lui. Moi, je suis d'accord avec cet angle-là. Puis, s'il y en a qui veulent rajouter, allez-y, gênez-vous pas. Je pense que des mains se sont levées, je pense. Je ne vois pas. Non, ils sont entrés dans la salle. En ce sens que si l'IA, dans le fond, on la programme aussi pour ce qu'on veut bien la programmer. Ça reste quand même
ça aussi. Puis, dans le temps, si effectivement, mettons que l'IA en vienne à s'auto-programmer, mais si elle s'auto-programme pour offrir des solutions qui vont, par exemple, aider à sauver la planète, à améliorer l'environnement. On est dans l'ange. Tant mieux. On est dans l'ange. Ah oui, mais tant mieux. Oui, c'est ça, exact, tant mieux. Oui, Jean-Sébastien. Envoyer Musk sur Mars plus rapidement. Je prendrai la parole une dernière fois parce que tout de suite après, je vais devoir vous laisser. J'ai un cours à midi. Bon. Et puis ensuite, je dois aller vous rejoindre pour votre lancement là, du début de l'après-midi. Fait que, mais oui, en fait, ce que j'allais dire, c'est que pour quand on parle du futur de l'IA, tant qu'on parle de l'IA comme on en parle aujourd'hui, je pense qu'il y a la question ne se pose pas tellement, mais éventuellement, très bientôt, c'est qu'on aura ce qu'on appelle une IA générale, l'AGI, et très rapidement après l'IA générale, qui va être beaucoup plus, qui sera plus performante que l'IA comme on la connaît, on commence à flirter avec. Mais on aura rapidement la super intelligence aussi, qui va dépasser les capacités de l'humain largement. Donc, et là, ben, est-ce qu'on doit ou pas aller là? Il y a quand même une question que l'humain se pose jusqu'à maintenant. Et je pourrais vous en reparler éventuellement, mais c'est justement le sujet d'un des papiers scientifiques que je suis en train de rédiger. Est-ce qu'on doit aller ou non jusqu'à l'intelligence artificielle, la super intelligence artificielle? Dans ma réflexion, je vends le punch un petit peu. C'est que je pense qu'on n'a pas... En fait, normalement, il y a un principe de précaution qui s'applique en science, puis il y a quand même un certain risque à aller aussi loin que ça, parce que là, on devient l'entité, en fait, la deuxième plus intelligente de notre planète, surpassée par peut-être une échelle de 1000 fois 1 par la super-intelligence. Cependant, l'humain s'est tellement créé de problèmes. Si on pense à la biodiversité, le changement climatique, les crises sanitaires, etc., je pense qu'on n'a pas le choix, avec la mesure des problèmes qu'on va vivre au cours des prochaines années, on n'a pas le choix d'avoir un outil très, très, très intelligent dans notre poche. Maintenant, le problème consiste à garder le génie dans sa bouteille quand on n'a pas besoin. On ne veut pas qu'il prenne toute la place, mais on veut pouvoir le consulter quand on a besoin. Bref, c'est ça. Papier scientifique qui s'en vient dans les prochaines semaines, aux prochains mois, disons. Alors, conférence à venir, mon cher Jean-Sébastien? Oui. Ça me ferait plaisir. Honnêtement, ça serait un très, très bon sujet. Puis, ça me ferait plaisir. Là-dessus, je vous quitte parce que je dois aller à mon cours, mais je vous souhaite à tous une bonne fin de discussion. Puis, ce qui nous concerne, on se voit cet après-midi pour le lancement. Je serai là sans faute. Un grand merci d'avoir été là. Juste préciser que... Après, il y a Alain. Juste préciser que ce moment dont il était fait mention, on appelle ça la singularité, le moment où l'IA dépasse l'intelligence humaine. Personnellement, je pense que c'est déjà arrivé en mars 2023. Mais en tout cas, on veut nous faire croire que ça va arriver dans une version plus élargie dans la prochaine année. Enfin, pour amauder le PDG d'Anthropic, c'est dans une question de mois et pas d'années pour cette singularité. OK. Alain? Bonjour tout le monde. C'est des questions très, très importantes. On tombe dans la philosophie, on tombe dans la nature humaine. Ce que Jean-Sébastien a dit comme commentaire, je suis absolument d'accord avec lui. L'exemple qui m'est venu, c'est que là, quelques millions d'années, on est sorti de la mer, puis on s'est mis à ramper sur la Terre. Alors, peut-être que notre prochaine évolution comporte une composante qu'on aura nous-mêmes générée par l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est impossible de prendre une position de dire on est pour ou contre, simplement de se dire demeurons vigilants. L'intelligence artificielle sert à interpréter les scans cérébraux dans les hôpitaux, mais sert à bombarder ses ennemis quand on a une armée puissante aussi. Alors, tout ce que j'en dis, l'intelligence artificielle, c'est créé par l'humanité, puis ça va avoir tous les travers, tous les biais que l'humanité a. Et nous devons de demeurer vigilants et de poser les bonnes questions aux bonnes personnes, et comme citoyens, d'essayer d'agir comme on peut. Voilà, merci. Absolument. Merci, Alain. Oui. Puis rester vigilant, je ne sais pas
probablement qu'il y a des codes qui vont se créer par eux autres mêmes. Beaucoup. Il y aura on les apprivoise aussi. Des lois et des règlements et des décrets et des balises et des ça, on sait faire. Oui. Non, mais au-delà de ça... Il ne faut pas que ça vienne étouffer non plus la machine. Il faut quand même lui laisser la liberté de s'exprimer, évidemment, mais en étant, comme on le dit, vigilant. Oui. Mais évidemment, il y a un côté éthique aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas l'outil, c'est l'utilisateur qui doit être éthique pour aujourd'hui. On a une main levée, je pense, Philippe. Oui. Oui, JP, c'est marqué JP à l'écran qui prendrait la parole. Alors Jean-Pierre ou Jean-Pascal ou Jean-Pedro. Oui, je crois que c'est vous. Oui, allez-y. Bonjour. Oui, désolé. Mon nom, c'est Jérémy Pelletier-Gagnon. Je suis professeur à l'Université de l'Ontario français à Toronto en études des cultures numériques. J'ai comme une question pour le panel en général. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec l'intelligence artificielle, c'est les relations parasociales qui peuvent être créées à partir de ces modèles-là. Par exemple, dans un de mes cours, j'ai invité mes étudiants, dans le cadre d'un exercice, de créer des jumeaux numériques, là, donc de se coder eux-mêmes pour créer une entité avec laquelle ils peuvent avoir des conversations, seulement pour illustrer l'idée que l'intelligence artificielle générative pourrait être utilisée comme façon, finalement, de répliquer des interactions sociales, répliquer des modèles d'interaction qui ne sont pas nécessairement toujours très positifs, mais qui ont quand même le potentiel d'être complètement créatifs, complètement nouveaux. Donc, la plupart de ces modèles-là, présentement, comme relations sociales, c'est beaucoup... on met en scène des femmes, c'est surtout des personnages femmes qui sont créés, qui répliquent un peu certaines relations qui peuvent exister déjà, qui sont un peu toxiques là, dans la présentation et tout. Donc, je me demandais au panel si vous avez déjà pensé à cette direction-là de l'intelligence artificielle, si vous avez une perspective là-dessus. Oui. Il y a un projet que j'entends de start-up qui s'appelle Nexus 7, Nexus-7.com ou je ne sais pas quoi. Donc l'idée, c'est que les gens sont connectés à une intelligence artificielle, ils se confient, ils parlent un peu de leurs problèmes. Et c'est comme et en fait, c'est comme un réseau social, un Facebook, mais pas d'humain. Mais finalement, ces IA qui appartiennent à quelqu'un se connectent entre elles pour avoir comme une... alors c'est l'idée de base, après évidemment je n'ai pas le pitch au complet, mais l'idée c'est qu'elles arrivent en se connectant entre elles à avoir comme une espèce d'émotion dans un secteur donné où finalement c'est repenser le réseau, où nous on se confie à une intelligence artificielle, on dit par exemple mon ami un tel ou machin, je veux bien partager certaines émotions au travers de mon IA avec la sienne, etc. Et puis voir où est-ce que tout ça va mener. Là. Donc évidemment, c'est un peu abstrait aujourd'hui. Cela dit, ça ouvre des horizons qui peuvent être à la fois négatifs et positifs, parce que finalement, ça peut nous échapper aussi. Il peut y avoir aussi des gens, encore une fois, mal intentionnés qui récupèrent ces données pour les utiliser d'une manière ou d'une autre. Et il y a un côté dystopique aussi, où finalement, nos pensées, nos idées, nos émotions... notre façon d'imaginer les choses sont aspirées par une IA qui va le partager avec d'autres. Mais oui, on pense à cet aspect-là. Et puis le jumeau numérique encore plus. Hein, nous, c'est encore avec le métaverse quelque chose qui nous inspire ici, le jumeau numérique. On a même des projets, on va dévoiler, et puis c'est un secret de Polichinelle, on va dévoiler un ordinateur quantique à 13h30 ici au DigiHub, qui va être tourné vers l'intelligence artificielle, donc connecté du quantique à de l'IA, parce qu'évidemment, on n'a pas 300 000 GPU, donc nous, on a une petite quantité de GPU, mais connecté à un ordinateur quantique photonique, ça peut avoir une portée qu'on n'imagine pas aujourd'hui. L'idée derrière ça, d'une autre start-up, c'est d'avoir un jumeau numérique, un outil qui est capable de lire le génome, donc quelque chose qui est très simple à obtenir aujourd'hui, et qui est capable, je dirais, de faire des simulations sur soi-même, mais en fait pas sur soi-même, mais sur son jumeau numérique, en termes de, tiens, si j'arrête de fumer, quel va être l'impact sur moi dans 10 ans. Et là, des simulations sont faites au travers d'un jumeau numérique de soi-même avec un génome, évidemment une prise de sang, en regardant un petit peu où est-ce qu'on est géolocalisé, pour voir s'il y a un impact environnemental ou pas. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant l'arrivée de l'IA, avant l'arrivée du quantique. Et aujourd'hui, ça ouvre des possibilités, des opportunités qu'on entrevoit, mais qui va être très intéressant de documenter parce que ça ouvre la porte à des choses qui
qui touche à la science-fiction aujourd'hui. Mais sauf que c'est demain et déjà aujourd'hui, on y est à demain déjà. Donc c'est à nous à voir comment est-ce qu'on va l'embrasser, comment on va le gérer et le propulser. Là, ça nous et comment on va le laisser nous transformer aussi, l'humain. Tu sais, on a l'impression que c'est nous qui devons contrôler, mais j'ai l'impression qu'on va devoir accepter que ça va nous transformer comme être humain. Absolument. Puis dans nos relations, Jérémy, vous créez des jumeaux numériques avec les étudiants. Donc, on a parlé depuis le début des émotions. L'IA voit-elle les émotions, tout ça? Et c'est intéressant parce que les étudiants ont à faire fi peut-être des fois de leurs propres émotions pour ouvrir à des nouvelles interactions. Parce que, tu sais, nous, l'humain, on a peur. Hein? On a peur de l'autre, peur de l'inconnu, peur... Puis c'est ce qui fait que parfois, on n'est pas bon dans nos relations interpersonnelles. Donc, est-ce qu'ils se préoccupent des émotions dans ces jumeaux numériques-là? Est-ce qu'ils vont... imposer à leurs jumeaux des émotions ou comment ça fonctionne? Vous allez jusqu'où dans ça? On était davantage dans l'idée d'avoir une discussion avec soi-même pour présenter quels étaient leurs intérêts d'études dans le bac qu'ils occupent présentement. Donc, et ce qui était quand même particulier, c'est que on utilisait la plateforme qui s'appelle Character AI. Donc, généralement, c'est une plateforme utilisée pour créer des personnages fictifs. Mais on peut donner certaines informations à l'algorithme pour lui donner une direction, mais il y a certains des éléments, parfois au fil de la conversation, donc il y avait des éléments qui n'étaient pas écrits d'entrée de jeu et le personnage improvisait et finalement improvisait de façon relativement véridique. Donc l'information qu'il inventait se trouvait parfois véritable. Donc parfois l'âge de la personne était deviné. Certains intérêts l'étaient également. Donc là, ça posait toutes sortes de questions sur cette construction identitaire qui peut être co-créée comme ça par l'algorithme. Et voilà, je crois que c'était très intéressant comme perspective. Absolument. Ben, moi, j'écoute tout ça, puis au-delà des émotions, de l'utilisation de la technologie, comme disait Alain, c'est pas long qu'on tombe dans l'aspect philosophique de l'IA. Et religieux, quelque part. Oui, aussi. Puis je t'écoutais parler de l'ADN, du jumeau numérique. Si on pousse ça plus loin, là, on pourrait même tomber dans l'eugénisme à un moment donné. Là. Avec une IA qui va venir influencer c'est quoi le réel modèle qu'il faut avoir, c'est quoi l'être humain parfait, etc., etc. Non, mais on pourrait arriver sur des choses comme ça. Oui. On a reçu le recteur de l'Université de Lille qui nous a parlé beaucoup d'eugénisme. Bah, tu vois, il avait peut-être... Au grand plaisir de ma collègue Véronique. Il est peut-être en avance, finalement. Ouais. Alors... Tout ça pour dire que je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est quand même très vaste et assez complexe. Mais on tombe assez rapidement là-dedans, au-delà de la technique. Absolument. C'est là qu'on voit que les enjeux sont, philosophiques, religieux, puis religieux, on pourra en reparler aussi. Blade Runner, je pourrais t'en parler longtemps. À un moment donné, ils ont un questionnement existentiel. C'est des IA. Puis à un moment donné, ils ont un questionnement existentiel. Mon créateur et comment... c'est inéluctable. Dès qu'il y a une forme d'intelligence, elle veut comprendre. Elle a des questions sur le pourquoi, comment, où je viens, où je vais. Et puis, on parle de conscience. En fait, on parle de conscience. De conscience individuelle, collective. Qui est une notion quantique, d'ailleurs. Qui est une notion quantique. Oui. Mais on va s'échapper. Et qu'on commence à comprendre, mieux comprendre. On va garder ça pour le deuxième coupe de vin ce soir. Avec plaisir. Philippe, il est 11h43. On s'est donné jusqu'à midi. C'est ça qu'on s'est donné? Dépendamment des interactions des gens. Là. Parfait. Présentement, je ne vois pas à l'écran s'il y a des questions. Je pense que non. Je pense avoir entendu Alain réagir tantôt. Là, il n'a pas levé la main. OK. Non, je n'ai pas réagi. Simplement que je suis en train de vous taper un commentaire sur votre site web, que je suis très enthousiasmé par la découverte que je fais ce matin de votre collaboration et de votre organisation puis de la qualité de vos collaborateurs et je vais vous suivre de très près dans le futur. C'est gentil. Merci. C'est bien gentil. Merci Alain de la participation aussi. Alors sans faire de publicité, Dominique et moi-même, on a écrit des livres sur le sujet. Donc le dernier qui est un manifeste sur l'IA, où je parle plutôt, je te laisse parler du tien, mais je parle plutôt du côté... pas scientifique, ni comment apprendre, parce que j'ai écrit chez Duno des guides aussi sur l'IA, mais bon, là, c'est pas vraiment un guide, c'est plutôt un cheminement, pas non plus spirituel, mais j'intègre beaucoup le quantique, l'IA, tout
tout ce que je comprends autour de moi là, depuis quelques années, et puis surtout que je teste par moi-même. Voilà. Donc, mais ça part très loin. Non, mais je l'ai fait. Non, mais parce que aussi, on a parlé dans cette discussion-là du côté bienveillant, du côté positif, tout ça, où est-ce que, dans le fond, se donner le droit d'inventer la suite et que l'IA, probablement, quand tu parles de réenchanter le monde, moi, j'adore cette... On en est rendu là, il faut réenchanter le monde, parce qu'aujourd'hui... tu veux, finalement, on fait quoi, là? Tu sais, Hariri le dit dans Nexus ou dans ses autres livres, on va être 8 milliards d'habitants. La majorité, finalement, demain, n'auront plus d'emplois. Et ces gens-là, ces millions de sans-emploi, ces milliards, non, je dis 8 millions, non, c'est 8 milliards. 8 milliards. Ces milliards de gens, ils vont faire quoi de leur vie, finalement? Donc, est-ce qu'ils vont tous toucher revenu social, aller à la pêche ou... Mais c'est des questions, évidemment, qui vont se... On est un peu sur le syndrome du Titanic. Hein, on est tous en train de danser sur le pont. On voit tous qu'il y a un iceberg qui se profile à l'horizon, puis on continue à danser parce que... Mais à un moment donné, je pense qu'il faut couper la musique ou changer la musique et puis changer la partition et puis trouver une autre façon de danser en évitant l'iceberg. Voilà. Merci, Philippe. Dominique, toi, l'IA, tu l'expérimentes aussi depuis quelques temps. Pour faire simple, je ne veux pas qu'on en fasse un sujet là. Non. Mais moi, je suis passé de 2 ans pour écrire un livre à 2 jours pour écrire un livre. 2 ans à 2 jours. Ouais, on en est là. On en est là. Et toi, j'aime parce que là, tu le dis. Tout à l'heure, on le disait. Est-ce que c'est tabou? Est-ce qu'on a... C'est une réalité. Maintenant, après, la qualité nous appartient. Tu sais, puis ça dépend ce qu'on veut faire avec un bouquin. Comme disait Alain tantôt. Oui. L'IA peut écrire de la poésie, peut écrire des thèmes. Ça prend, en arrière, ça prend un retravail, une relecture, de l'affinage. Mais le problème, c'est les gens qui ne comprennent pas, qui vont te dire que tu n'as aucun mérite parce que c'est l'IA qui a fait le livre pour toi. Mais c'est pas vrai. Ouais. Mais... Ça ne se passe pas comme ça. Non. Sinon, tout le monde serait écrivain demain ou dans une heure. Là, mais puis comme disait, pas comme ça. Qu'est-ce que la littérature? Je pense que c'est Kafka là, qui posait la question à savoir qu'est-ce que la littérature où est la qualité, où n'est pas la qualité? On puise nos idées dans ce qu'on a lu précédemment. Donc, quelque part, on est voilà. L'IA, on a fait de l'apprentissage profond toute notre vie. Puis quand on se met à écrire, c'est qu'on a du contenu, du vécu, des choses à dire, évidemment, aussi. Et puis, et ça ne vient pas du jour au lendemain non plus. Un sujet à développer un jour. Oui, puis je pense qu'Alain aimerait ajouter quelque chose. Absolument. Oui, très rapidement, on parlait de l'IA et de l'écriture. Moi, je fais du slam, qui est la poésie déclamée sur scène. Et je tombe parfois dans des sujets personnels, parfois dans des sujets sociaux, comme la pandémie, comme l'itinérance, des choses comme ça. Mais ce que j'en viens à adopter comme méthode, c'est que j'ai pensé à mon texte, je l'ai travaillé 5-6 heures sur un document Word en tentant de l'organiser du mieux que je peux. Et seulement après, je vais dire à l'IA, voici un texte, voici quelle était mon intention. Est-ce qu'il y a des aspects que j'ai manqués? Quelles seraient tes suggestions pour améliorer la portée de ce texte-là? Et vu que l'IA connaît déjà mon style, parce que c'est pas la première fois que je pose ce type de questions-là, j'en viens à l'IA qui est un assistant pour une critique éclairée de ce que j'écris dans mon style. Oui. Mais c'est sûr que si je commence par dire à l'IA, écris-moi un slam de 3 minutes sur tel sujet, il va me régurgiter à peu près n'importe quoi qui ne me ressemblera pas. Tout à fait. Voilà. Puis c'est bien parce que, Alain, tu viens de répondre un peu à ce que Mathieu nous disait au début par rapport à l'IA. Oui, exactement. Est-ce que c'est un assistant? Est-ce que je fais l'exercice avant? Est-ce que je laisse faire l'IA? Donc, merci de boucler la boucle. Mais c'est une chose. D'ailleurs, Alain, merci de mettre vos liens vers vos œuvres. Là, on se fera un plaisir d'aller regarder ça, nous aussi. Là, dans le... Mais moi, l'IA est une chance. Moi, l'IA, je suis, comme je dis, j'ai mon côté créatif qui était comme un peu jugulé. J'ai plein de projets dans des cartons. Aujourd'hui, j'ouvre tous mes cartons et en l'espace d'1 heure, avec de l'IA, je suis capable de développer une application mobile, un site web, n'importe quoi. Et même l'IA digitaline.ai, vous irez voir digitaline.ai, c'est l'IA du DigiHub. Elle a été codée, elle a été poussée sur un site. Tout a été fait avec un échange avec une IA. Moi, je ne suis pas codeur, je ne suis pas
je ne sais pas faire des sites web, je ne sais rien faire de tout ça. Et finalement, j'ai demandé à une IA d'en créer une autre. Et puis j'ai suivi, elle a écrit en Python, donc j'ai appris beaucoup, des guides, des machins que je ne comprenais pas. Là, aujourd'hui, je suis capable d'en faire plusieurs, là, et j'ai beaucoup appris avec l'IA, en fait. Je ne me suis pas laissé... c'est pas elle qui a pris le contrôle, mais ça a été un échange. Voilà. Je dis non, ça tu l'as pas fait bien. Et puis en même temps, je dis à l'IA, quand je lui demande quelque chose, je lui dis merci. Je pourrais m'en passer, mais j'ai l'impression que quand je suis sympathique avec elle, j'obtiens de meilleurs résultats. C'est idiot peut-être, mais en tout cas ça marche. Donc, mais c'est un dialogue, et puis je pourrais avoir le même dialogue avec une équipe de programmeurs, et puis j'aurai les mêmes échanges avec elle. Alors avec une équipe de programmeurs, si c'est mon idée, qu'est-ce que ça change que ce soit une IA par rapport à une équipe de programmeurs? Pour moi, ça ne change rien, puisqu'en quelques minutes, j'ai ce que j'aurais obtenu en quelques mois d'une autre façon. Donc, ça ouvre beaucoup de perspectives. Aujourd'hui, on peut dire qu'en entrepreneuriat, un chef d'entreprise peut être chef d'orchestre et quasiment tout faire avec l'IA. Donc ça ouvre des opportunités qui, hier, étaient encore difficiles à surmonter parce qu'il fallait du budget pour avoir un graphiste, il fallait du budget pour un programmeur, il fallait un codeur, il fallait avoir du budget pour faire la musique, pour faire la publicité, pour envoyer dans les médias sociaux. Aujourd'hui, on a des outils... on peut faire tout ce qu'on veut. Et ce dont tu parles, c'est une chance. C'est une chance, puis c'est une rapidité d'exécution incroyable. Ce dont on parle, c'est vraiment que maintenant, on fait les choses beaucoup plus facilement. C'est ce que tu parles. Facilement, mais rapidement. Toute la notion du temps, la notion de notre organisation, la notion de création. Nos idées. Et puis, je pense que si on est clair dans notre prompt, ça nous oblige, je dirais, à clarifier notre intention, parce que si c'est flou, le résultat le sera tout autant. Oui, absolument. Donc ça nous oblige, je dirais, à nous exprimer mieux, et puis à clarifier nos idées, et à les corriger, à les améliorer. Donc c'est une bonification qui... bon, évidemment, la machine a un apprentissage elle aussi, mais nous aussi, quelque part, on apprend à travailler avec elle, et puis... on est qu'à l'orée de quelque chose qui va nous transformer, et puis ça j'en ai la certitude, qui va nous transformer à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un changement d'air, je dis, et puis on en a besoin, de changer d'air. Oui. Dans tous les sens du terme. On dit que les technologies qui ont été créées et inventées par l'humain, c'était le prolongement de l'être humain. Imagine Gutenberg, les mondes copistes, ils ont dû lui en vouloir, là, Gutenberg. Ben oui, c'est ça. Tout un pan de métier là, qui disparaissait pour... Oui. Et pour rester sur une note optimiste, monsieur. Mais pas pessimiste. Non, c'est ça. Pour rester sur cette note optimiste. On a des beaux défis. Des beaux défis. Oui, on a des beaux débats à faire. Oui, on a des débats. On a aussi des partages à faire, des discussions. On peut dire qu'en tout cas, ce matin, nous, c'est l'ouverture à la discussion, au dialogue. C'est ce que vous avez voulu créer avec cette journée-là. Et pas rester dans une dynamique à charge. C'est l'IA, c'est notre ennemi, ça va nous prendre les emplois. Ça va... Oui, dans certaines mesures, oui, mais ce qui va être aboli d'un côté, ça va générer... J'ai listé rapidement, et puis sans parler de quantique, juste dans l'IA, 35 nouveaux métiers, donc 10 qui vont être accessibles ici au DigiUp sans diplôme particulier pour les obtenir. Aujourd'hui, nous, c'est sûr qu'on va prôner à tous les jeunes qu'on va rencontrer, dire « Regarde les nouveaux métiers qui arrivent, comment à t'y intéresser ?» C'est parce qu'il va y avoir de l'emploi demain. Et puis l'IA ne va pas travailler seul dans son coin. Il va falloir qu'il y ait même que l'humain soit son... c'est comme quand on a commencé l'équitation, à l'époque. Le cheval est venu remplacer, oui, certaines tâches de l'humain, mais surtout est venu l'aider dans ce qui était le plus... Il y a beaucoup de métiers bureaucratiques. L'IA va venir, tu sais, tous ces métiers-là où il faut lire des rapports, des machins, ce qui plaît à personne. L'IA va venir nous remplacer dans des tâches compliquées ou qui ne sont pas intéressantes, tout simplement. Et on va essayer de garder le fun pour nous, les humains. Ouais. On pourra réouvrir éventuellement la discussion, Philippe, Dominique. Je pense qu'il n'y a pas de sujet qu'on a bouclé aujourd'hui, puis c'est bien normal parce qu'on a à se l'approprier encore, puis à apprendre, puis tant de nouveautés. Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement dire qu'on aborderait le quantique? C'est-tu quelque chose que vous aimeriez qu'on aborde éventuellement? On va l'aborder parce que ça devient inéluctable. C'est une technologie qui, elle aussi, va changer beaucoup de choses. Dans notre compréhension de l'univers, le quantique, l'infiniment petit, on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, la flèche du temps, on ne va pas du présent vers le futur, mais le quantique, ça va du présent vers le passé. Donc pourquoi, comment, c'est quoi
qu'est-ce que ça fait? C'est quoi cette nouvelle façon de penser? Puis c'est intéressant. C'est fascinant. On dirait que des fois, quand je pense à tout ça, je m'imagine quand j'étais enfant puis que j'attendais un cadeau. Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, là, mais des fois, de savoir qu'il y a comme quelque chose de pas encore créé, de pas encore pensé, d'inimaginable encore, moi, ça me fait... ça me rend bien optimiste, alors qu'il y en a d'autres que ça les insécurise peut-être un peu. Absolument. Ben, les agents d'IA vont être les lutins qui vont façonner les cadeaux. Les beaux cadeaux. Dans nos hôtes. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir proposé ça. Merci à tout le monde d'avoir été en ligne avec nous. Merci à ceux qui ont pris la parole aussi, qui ont échangé. C'est très apprécié. C'est ça qui fait la richesse d'une conversation comme celle-là aujourd'hui qu'on vous a proposée. Puis, suivez le DigiHub. Suivez éventuellement cet après-midi le dévoilement. On provoquera d'autres occasions d'en discuter. Voilà. Avec grand plaisir. Merci vous deux. Merci. Merci tout le monde. Et boy! Ça a coupé. Ça vibre, ça. Hein? Ça a coupé, mais c'est correct. Je savais pas que j'avais un suppositoire dans l'oreille. Ça va mieux quand tu l'as enlevé. Attends, Dominique, t'es pas démiqué avant de dire des niaiseries.